Donc je me présente tout rapidement, je m'appelle donc Sam Pelkonen, je vais peut-être quand même montrer, voilà, pour mettre un visage, pas seulement masqué sur le nom, parce que je ne suis pas ici en tant qu'agent secret, donc je n'ai rien à cacher de mon identité. Je suis traducteur principalement à la radio-télévision de Finlande, Yle, donc notre service public, et je suis aussi traducteur littéraire. Mes langues de travail, les principales langues de travail sont le français et l'arabe. Et bon, je dis que je ne suis pas là sous fausse identité, quoique, un tout petit peu quand même, parce que, bon, Monsieur Chorderet a gentiment dit que j'étais le traducteur du Bureau des légendes, mais je ne suis qu'un traducteur de toute une équipe que je salue. Les autres ne sont pas ici ce soir, on était assez nombreux. Je vais parler d'eux un peu dans un instant. Et au fait, il se trouve que moi je suis celui dans l'équipe qui n'a pas vraiment traduit du français en finnois. Ça va pourtant être moi qui va, c'est moi qui vous parle de ce projet ce soir, mais moi je suis dans cette équipe celui qui est traducteur titulaire à la radio-télévision de Finlande. Alors, les héros, nos agents, les traductrices et traducteurs qui ont quand même assuré la majeure partie de ce travail, voici leurs noms. Donc, nous avons Susanna Voutilainen, Juuso Paaso, Tytti Heikkilä et Katarina Pahimanolis, qui ont donc traduit toutes les parties en français vers le finnois. Et après, avec Eero Valk, nous nous sommes concentrés sur nos langues spécifiques, c'est-à-dire Eero Valk pour le russe et l'ukrainien, je pense, il y avait du l'ukrainien aussi, et moi pour toutes les parties qui étaient en arabe et en persan, qui sont donc parmi mes langues de travail. Ce sont tous les autres, sauf moi, donc, sont des traducteurs qui travaillent en freelance, mais qui travaillent très très régulièrement depuis de nombreuses années, déjà pour Yle, qui ont déjà donc un bon bagage de traducteurs professionnels et beaucoup d'expérience dans la traduction de l'audiovisuel pour Yle et dans des styles de programmes très très différents. Pour nous qui traduisons du français, c'est pas très très courant de pouvoir traduire des séries comme ça. Ça c'est beaucoup plus l'apanage des traducteurs d'anglais qui ont évidemment et puis aussi les langues nordiques. Là il y a, comme vous savez, beaucoup de séries qui ont vraiment eu beaucoup de succès et on était bien sûr très très contents de pouvoir travailler dans ce genre de programme, avec ce genre de programme, à partir du français. Nous avons tous aussi d'autres langues de travail, notamment on traduit tous aussi de l'anglais, mais je pense que, et puis on a fait une petite réunion après avoir fini la traduction de la 5e saison, et on a pu constater que pour nous tous, le français c'est vraiment un peu... on a une prédilection particulière pour cette langue, pour la diffusion de la culture française, et je pense que c'est vraiment, ce genre de série est un très bon moyen de faire rayonner la culture française et l'intérêt pour la langue, par exemple. Donc nous avons tous fait des études de français, et on a aussi fait des séjours en France ou dans des pays francophones, parce qu'il est évidemment essentiel pour les traducteurs, surtout quand on travaille avec le langage parlé, d'avoir un bon contact, un bon feeling avec le français tel qu'il est pratiqué aujourd'hui dans la vie réelle, parce que c'est quand même une série très réaliste. Bon, évidemment, nous ne sommes pas les seuls, nous autres traducteurs qui travaillons, ça implique, c'est un grand projet qui implique beaucoup de personnes chez Yle. Donc il y a déjà le service des acquisitions internationales chez Yle. Donc c'est l'unité qui est chargée de l'achat, d'acheter
tout ce qui est programmé sur les différentes chaînes et sur Yle Arena. Et il y a notamment Mari Koivuhovi, une chère collègue qui nous regarde sur YouTube aussi ce soir ou après, et qui est celle qui était vraiment, qui est la responsable, c'est elle qui a acheté cette série pour la Finlande. Elle-même m'avait dit auparavant qu'elle avait adoré cette série elle-même. Elle est francophile, et elle avait quand même pendant quelque temps essayé vraiment de pousser pour que Yle aussi achète cette série, mais c'était bon, un peu tardivement par rapport à d'autres pays nordiques, hein, que la Finlande aussi s'y est mise. Et c'était surtout le succès fulgurant en Norvège qui a fait que finalement les responsables de programmation à Yle ont été convaincus aussi. Voilà, il faut montrer ça aussi aux Finlandais. Heureusement, peut-être un peu aussi Corona aidant, il y a eu énormément d'intérêt. Donc, je viens de regarder sur Arena la première saison, les premiers épisodes ont été visionnés presque des centaines de milliers de fois. Donc, c'est vraiment quelque chose d'incroyable pour une série française en plus, parce que les séries anglaises sont un peu plus abordables, souvent pour le grand public. Le bureau, tout le monde a adoré. Donc, bien sûr, les responsables de programmation ont la charge de décider un peu quels sont les programmes qu'on veut montrer sur nos chaînes de service public, sur Arena. Et après, il y a notre service là où je travaille moi et mes collègues, les traducteurs, traductrices de cette série. Il y a le service de traduction et adaptation. Donc là, nous avions ma collègue Nina Aladin qui était la coordinatrice pour trouver les bons traducteurs pour cette série. C'est elle qui a jugé bon de choisir justement cette équipe dont les noms figurent là-haut. Et évidemment, pourquoi on est tellement nombreux? Parce que on pourrait peut-être se dire que est-ce que ça ne serait pas préférable qu'une seule personne traduise du début à la fin pour garder la continuité, etc., etc. Bon, dans le monde aujourd'hui, ce n'est pas vraiment possible parce que, comme vous savez, les saisons apparaissent sur Arena une saison à la fois. Donc, il y a tout d'un coup 10 épisodes et nous, entre le temps qu'on reçoit les fichiers, toutes les vidéos et tout ça chez Yle et qu'on commence à traduire, les délais sont souvent assez brefs, donc il faut mettre ça en ligne sur Arena rapidement. Donc c'est pour ça que 10 épisodes pour une seule personne, ça prendrait quand même beaucoup de temps. Donc pour assurer que les spectateurs puissent faire du binge-watching, comme on dit aujourd'hui, donc regarder en boucle tous les épisodes, il faut qu'on soit plusieurs à la tâche. Et nous avons, bien sûr, c'est pas nos seuls traducteurs, adaptateurs chez Yle, on a aussi d'autres traducteurs qui traduisent du français, et si nous avons choisi ceux-là, c'est quelque part parce qu'ils sont très adaptés à ce type de programme. Et aussi, ils avaient trouvé de la disponibilité pour respecter les délais de cette série. Quelques mots aussi sur la traduction et l'adaptation chez Yle. En fait, je parle d'adaptation aussi, parce que ça c'est un bon point aussi, parce que il ne s'agit pas que de traduire. Comme vous avez pu voir, vous comprenez le français, donc vous pouvez constater que les traductions ne sont pas du tout mot à mot, évidemment, et c'est parce qu'il faut prendre en compte plusieurs aspects que je vais expliquer un peu plus tard. Et puis, ce n'est pas le cas cette fois-ci, mais par exemple pour les documentaires, on fait pas mal de choix journalistiques aussi, comment on traduit, pour justement proposer le programme en question pour le public finlandais. On prend aussi en compte le fait que Yle est un acteur de service public
c'est-à-dire que on essaye vraiment de faire en sorte que chaque programme soit puisse être compris par le grand public. Donc on essaye par exemple, on essaye d'éviter des expressions trop argotiques, on essaye de rester un peu neutre pour que ce soit très accessible pour tout le monde. Et puis parfois en Finlande on ne double presque rien, mais on fait quand même par exemple des documentaires où les voix off, donc le speaker du programme, donc nous on traduit aussi ces voix off et on fait venir un acteur, un speaker, une speakerine pour ces parties-là de voix off. Donc nous on les traduit et on est toujours, quand on enregistre les voix off, nous les traducteurs sommes toujours là pour vérifier à la régie que tout se passe bien le jour du montage. Donc voilà, on essaye de faire une adaptation pour le public finlandais. Chez ULE, on traduit à peu près, presque 5000 heures de programme par an. C'est quand même assez énorme. Les langues cibles pour nous sont le finnois et le suédois, évidemment. Il y a de plus en plus de sous-titrage aussi en suédois, et évidemment comme langue officielle. Et puis, quelquefois, on a aussi certaines choses qui sont sous-titrées dans une des langues SAM, parfois aussi dans d'autres langues, mais ça, ce sont des cas assez exceptionnels. Bon, évidemment, 5000 heures par an, nous ne sommes que 13 traducteurs titulaires à ULE. Donc, la quasi-totalité, la grande majorité, disons, des traductions sont assurées par nos traducteurs en freelance. Et nous, on a une bonne centaine à peu près de traducteurs qui travaillent pour nous régulièrement, pour le finnois, et une quarantaine pour le suédois. Puis, on a une partie de traduction qui est proposée par les agences de traduction. Donc là, il s'agit par exemple de quelques programmes, séries qu'on achète pour ULE, mais qui ont déjà été, par exemple, traduits par des agences de traduction. Donc là, ça peut être plus pratique, plus intelligent d'utiliser cette traduction-là. Et puis, une petite dizaine de pourcents seulement par les traducteurs titulaires, donc les gens comme moi. Donc, nous, on ne traduit pas très très souvent des séries, parce qu'on a toutes sortes de tâches de coordination, par exemple, à assurer. Donc, c'est assez rare que nous, les traducteurs titulaires chez ULE, on s'implique, par exemple, dans une série, parce qu'il faut s'engager pendant assez longtemps. Donc, c'est pour ça que moi, par exemple, pour cette série-là, même si je suis traducteur de français, mais je n'ai pas je n'ai pas pris des épisodes entiers parce que ça aurait été un peu compliqué pour mon emploi de temps. Et comme il y avait pas mal d'arabes et de persans, donc moi j'ai pris ça parce que ce sont des langues, on n'a pas énormément de traductrices ou de traducteurs en freelance pour ces langues-là. Une question importante, évidemment, les tarifs, comment les traducteurs sont rémunérés. C'est un domaine où les rémunérations ne sont vraiment pas toujours très correctes. Moi, je suis très fier de pouvoir dire que chez ULE, les traducteurs audiovisuels sont payés correctement. Donc, ce sont des tarifs qui sont réglementés par une convention collective très à la finlandaise. Et ULE est malheureusement actuellement l'un des seuls acteurs en Finlande qui respecte cette convention-là. Il y a eu toutes sortes de projets pour essayer de faire en sorte que les traductrices et traducteurs qui travaillent aussi pour les agences soient payés plus correctement, mais leurs tarifs proposés n'ont rien à voir quand même avec les tarifs de ULE. Et ça se voit malheureusement. Si vous regardez, si vous comparez les programmes de ULE, les comparer avec quelques autres chaînes commerciales, les sous-titres sont quand même presque toujours plutôt bien faits,
mais on voit quand même qu'il y a souvent des petits moments d'inattention, peut-être de la part des traducteurs sur les autres chaînes. Et ça, c'est tout simplement dû au fait qu'ils sont moins payés, moins bien payés, et ils ne peuvent pas consacrer assez de temps pour assurer une bonne traduction avec toutes les étapes que cela implique. Alors, pour la traduction audiovisuelle, comment est-ce qu'on écrit le parler et on essaye de tout dire, mais se cacher. Donc c'est quand même un métier qui a la vocation d'essayer de rester très discret parce qu'on ne veut pas que le téléspectateur soit en train de lire un film. Il doit quand même regarder un film et essayer on ne veut pas gâcher l'effet d'immersion d'un film. Oh, tiens, des petits messages qui s'affichent. Alors, dans notre traduction audiovisuelle, il y a audio et il y a visuel. Donc, audio, évidemment, ça veut dire que nous avons les voix originales. Pour les amateurs de cinéma, par exemple, c'est souvent très apprécié d'avoir la version, la VO, version originale. Pour le traducteur, évidemment, c'est aussi un défi. Parce qu'il y a assez peu, finalement, de situations où les téléspectateurs ou ceux qui lisent la traduction puissent comparer, s'ils connaissent la langue d'origine et la langue cible, puissent comparer les deux. Un téléspectateur qui comprend le français peut tout le temps contrôler la qualité de notre traduction, donc ça met quand même un peu la pression, ce qui est très bien. Mais il y a aussi, dans la voix originale, il y a beaucoup de choses qui sont communiquées sans besoin d'être dites, en fait, parce que évidemment on communique beaucoup aussi avec les gestes, mais aussi dans la voix, si on parle très fort, quelles sont les sonorités, les consonances de quand on parle. Donc, ce qui fait que on prend ça en compte aussi dans la traduction. Donc, par exemple, si quelqu'un est très très fâché et parle, crie très fort et tout ça, nous, on n'a pas forcément besoin de mettre des mots extrêmement forts dans la traduction. On peut juste mettre le clou de ce qu'il est dit, vraiment tirer juste le jus, parce que le téléspectateur comprend très bien qu'il est fâché, le gars. Donc, il y a des choses qui passent aussi par la communication non verbale. Quand on passe de l'oral à l'écrit, on essaie voilà, comme j'ai dit, de rester un peu invisible et donner aux téléspectateurs l'illusion de comprendre ce qui se dit. Donc, on ne peut pas exactement transcrire ou faire une traduction avec toutes les particularités d'oralité, du langage parlé, parce que ça passerait mal, c'est moche à voir. Si on écrit comment on parle, surtout en finnois, il y a un grand décalage entre le finnois écrit et le finnois parlé. Donc on essaye d'être le plus neutre possible quand même. Enfin, on communique les nuances, mais on essaye de rester neutre pour que les gens puissent profiter du film. Après, il y a le côté visuel, donc audiovisuel. Évidemment, il y a les images qui parlent. Donc là aussi, on peut profiter, nous, parce qu'on a toujours pas mal de restreintes dans la traduction. On ne peut pas tout dire en 2 lignes seulement. Donc on peut aussi laisser parler l'image. S'il y a, par exemple, un acteur, un personnage dans un film qui prend son téléphone et qui dit, voilà, je vais cacher mon portable dans cette valise rouge. Et il a la valise rouge dans sa main. Nous, en finnois, on peut dire tout simplement, on n'a pas besoin d'écrire forcément parce que ça prend trop de place. Donc nous, on peut bien sûr profiter du fait que le téléspectateur voit ce qui est en train de se passer. Alors, comment on fait? Là, je vais vous montrer carrément un tout petit peu comment on fait quand on traduit dans l'audiovisuel.
On utilise un logiciel, bien sûr, je vais vous montrer. On est ici, donc maintenant, on va faire un peu semblant de traduire, on va faire juste pour vous montrer un peu comment on procède et à quoi ça ressemble. Donc là, le logiciel que j'utilise, c'est celui qui est utilisé à Ulay, qui s'appelle Quantum. C'est pas forcément le même logiciel utilisé par mes collègues parce qu'ils ont chacun peut-être leur propre logiciel, mais je sais qu'il y en a qui utilisent le même que moi. Alors j'ai déjà préparé le fichier, donc il y a la partie vidéo, donc moi j'ai déjà téléchargé, incrusté la vidéo dans le logiciel et j'ai calibré tout ce qu'il faut pour que les timecodes se correspondent. Donc les timecodes sont visibles sur ce fichier vidéo que j'ai. Et donc maintenant j'ai calibré en mettant exactement le même timecode pour que mes sous-titres voilà soient bien apparaissent quand il le faut. Donc j'ai choisi, je vais mettre juste un petit juste un tout petit extrait, on va faire juste peut-être un ou deux sous-titres juste pour que vous voyez un peu comment on fait. Donc ici à droite, j'ai la partie où j'écris ma traduction et on commence à écouter qu'est-ce qui se passe avec notre revue. À la demande de Monsieur Duflo, donc on se voit pour faire un bilan de votre état d'esprit depuis votre retour. Voilà. Donc maintenant, j'ai écouté la réplique et puis ce que je vais faire après, je vois que ici, c'est là où elle commence à parler, Dr Balmès. Donc, je commence ce qu'on appelle dans le métier le repérage. Alors, voilà, je mets le timecode, le premier timecode où le sous-titre va apparaître. Là, donc ça c'est le timecode in. Et puis, on commence la traduction. À la demande de Monsieur Duflo, donc on se voit pour faire... À la demande de Monsieur Duflo, donc on se voit. Oops. Voilà, et puis là je vois qu'il y a une coupure, donc je respecte la coupure dans ma traduction, donc je mets le timecode out ici. Voyons comment ça marche. À la demande de Monsieur Duflo, donc on se voit. Alors maintenant je vois tout de suite qu'il y a un petit problème, mais on va y revenir après. Parce que, bon, vous voyez, cette couleur rouge là m'indique que ça passe trop vite. On a des règles de lisibilité, donc nous, on a entre 12 et 14 caractères par seconde, qui est donc la vitesse à laquelle les sous-titres apparaissent. Donc pour nous, chez Ulay, c'est ça la règle. Et là, par exemple, ça ne marche pas. Bon, je vais y revenir après. On va d'abord voir comment ça continue pour après pouvoir décider qu'est-ce qu'on va faire avec. Faire un bilan de votre état d'esprit depuis votre retour. Donc évidemment, c'est pas comme ça que je ferai dans la vraie vie, mais maintenant je vais traduire mot à mot juste pour vous montrer un peu que c'est impossible en fait. Donc pour faire un bilan. Pour faire un bilan de votre état d'esprit depuis votre retour. Et bien, comme on voit, on a deux sous-titres qui dépassent largement, les voyants sont rouges, donc ça ne va pas marcher. Et aussi, maintenant, je vais regarder mon premier sous-titre. Ne dure que 2 secondes 5, ce qui n'est vraiment pas... Enfin, c'est-à-dire le minimum, c'est à peu près 2 secondes
pour un sous-titre très court. Mais là, on est déjà à la 45e minute de l'épisode, ce qui veut dire que enfin, le téléspectateur est quand même en train de... Enfin, il a regardé tout l'épisode, donc il faudrait essayer de lui donner vraiment le temps d'apprécier, ne pas le fatiguer avec des sous-titres qui viennent trop rapidement. En plus, surtout dans cette série, la psychologie des personnages est très importante. Donc, il faut avoir le temps de regarder. Ici, par exemple, la psychologue et dans l'autre rue, quels sont dans quelle tête ils font, comment ils le regardent. Donc, il faut vraiment laisser ce temps au téléspectateur. Donc là, je constate tout de suite que, ah ben non, il va falloir que je les fasse enchaîner, ces deux sous-titres. Il faut en faire juste un sous-titre pour vraiment laisser au téléspectateur le temps de savourer ce qui se passe. Donc là, on voit, on a 4 lignes, donc c'est pas du tout possible. Mais évidemment, nous, on a la routine, donc on va tout de suite commencer à supprimer des trucs. Par exemple, bon, metapame, ça va un peu de soi que metapame. Alors voilà, on peut supprimer ça tout de suite. Voilà, ça c'est déjà mieux. Thème herbu flampu nesta. Là, on peut supprimer ça aussi. Et on va en masse. Donc, ça passe toujours pas. Donc, on va encore penser, bon, on pourrait peut-être supprimer herra, pourquoi pas, mais bon, après, Ustenvelon, ça passerait toujours pas. Donc, en plus, nous, enfin, on n'aime pas trop quand c'est conjugué, enfin pas conjugué, mais décliné, on dit plutôt, en finnois, du flow, comme ça, en génétique, c'est pas hyper joli. Donc, si je peux éviter ça, j'aime bien. Donc, voyons plutôt comme ça, avec un peu de concision. Ah, voilà. Voilà, tout de suite, je suis beaucoup plus content. Je communique tout ce qui est dit, tout ce qui est essentiel dans cette réplique. Et le téléspectateur a bien le temps de regarder ça. En plus, c'est très clair, il n'y a pas de mots compliqués. Donc, le téléspectateur pourra juste regarder dans un clin d'œil juste qu'est-ce qui se dit là maintenant, et puis il peut se concentrer sur ce qui se passe vraiment dans la scène. Et c'est ça qui est essentiel. Et c'est ça c'est ça qu'on fait. Donc voilà, maintenant, la dernière chose que je fais, c'est le visionnage en simulation. Donc, j'essaye de faire marcher ça un peu à la façon de comment un téléspectateur va voir ça. Donc là, je suis en mode replay, qui veut dire que voilà, c'est comme pour visionner un peu comment j'ai agencé les sous-titres. À la demande de Monsieur Duflo, donc on se voit pour faire un bilan de votre état d'esprit depuis votre retour. Là, on voit tout de suite que ça marche beaucoup mieux. Je ne me rappelle pas exactement si ça c'est... je pense quand même... Ah non, en fait, maintenant je regarde. Ça c'était dans l'épisode 2, je pense, de la première saison. Et c'était Susanna Voutilainen qui avait traduit cet épisode. Et en plus, elle a été intelligente, elle a mis arviota. C'est encore plus court. Donc nous, on développe vraiment un instinct pour trouver à chaque fois le synonyme le plus court. C'est pour ça que on oublie presque qu'il y a des mots comme kuitenkin, parce que très souvent, kuitenkin, ça bouffe trop de syllabes, donc il faut mettre silti. Donc voilà, on a souvent des réflexes comme ça pour trouver le mot juste le plus court possible. Voilà, ça c'était juste pour vous montrer un peu comment on fait. Donc d'abord on visionne, après on repère les plages possibles pour les sous-titres.
Et puis, on traduit, c'est la traduction, la rédaction, et après la simulation pour voir si ça marche vraiment. Évidemment, après, on regarde tout l'épisode traduit pour voir est-ce que c'est équilibré, est-ce que ça marche. Bon, là, vous avez tout de suite vu les défis techniques auxquels on fait face. Donc, on n'a que 2 lignes maximum avec un nombre de caractères très limité, une trentaine. Et puis, il faut penser à la durée de chaque sous-titre selon les règles de lisibilité. Donc, il faut travailler beaucoup la concision, la synthèse. Alors, quand on traduit le bureau, on doit penser beaucoup à comment on fait avec les traductions. Est-ce qu'on veut mettre beaucoup de couleurs locales, donc suivre vraiment de très près ce qui se dit, ou bien essayer d'adapter pour que ce soit facile à comprendre. Donc dans la traduction, on parle de sourciers et de ciblistes. C'est un peu des 2 camps qui font la guerre, si on veut présenter ça comme ça. Donc les sourciers qui soulignent l'importance du texte source, et les ciblistes qui plutôt mettent l'emphase sur, il faut beaucoup plus se concentrer sur la langue cible, donc le produit, la traduction qu'on produit. Moi je suis très cibliste déjà dès le départ, mais aussi dans l'audiovisuel, on est très souvent cibliste parce qu'il faut vraiment donner l'illusion voilà, de comprendre l'effet. Pas les mots, pas seulement les pensées, mais vraiment l'effet de ce qui s'est dit. Alors j'ai mis comme ça un exemple, il ne vient pas du bureau, mais d'ailleurs, mais c'était juste un bon exemple. Donc une réplique dans une scène où il y a une fille dans un restaurant qui est importunée par un homme qui regarde avec insistance. Et donc elle dit, il veut ma photo, quoi, ce putain de salaud. Alors là, si on compare un peu les stratégies sourcières et ciblistes, pour ainsi dire, donc là, si on veut vraiment être très près et puis, mais c'est-à-dire en évitant les grossièretés, donc il y a la possibilité d'écrire ça, ou bien on peut aller un peu dans l'autre extrême. Là, c'est des grossièretés, mais bon, c'est des choses comme ça qu'on peut traduire parfois. Alors les deux, évidemment, moi je ne préfère ni l'un ni l'autre parce que les 2 traductions sont assez ils ne sont vraiment pas réussis, et donc nous on va toujours essayer de trouver par exemple dans le 2e cas ce qui pourrait être tout à fait, si ce film était fait en finnois, ça pourrait être la réplique très facilement, ça passerait. Mais si vous imaginez que ce sous-titre apparaisse sur l'écran pendant 5 secondes, ces mots grossiers vraiment sautent aux yeux et crèvent l'écran beaucoup plus que ce qui se passe dans la scène. Donc évidemment, on va en plus toi écrit comme ça, bon, en langue parlée ça passe très bien, écrit c'est un peu bizarre. Pour le bureau des légendes, quels sont les avantages, enfin quels ont été les côtés super positifs d'avoir pu travailler sur cette série? C'est une très bonne série, donc évidemment quand on peut traduire un programme qu'on aime beaucoup, tant mieux. Heureusement que chez Ulet c'est presque toujours le cas, les programmes sont vraiment sélectionnés avec soin, sont de très bonne haute qualité, mais là c'était vraiment un plaisir. C'était en français, et nous dans notre équipe on est tous vraiment des amateurs de français, donc ça fait du bien. Et puis c'était un travail collectif, comme j'avais déjà expliqué. Il a fallu faire vraiment de collaborer pour assurer la continuité. Il y a beaucoup de choses qui se répètent et il faut se mettre d'accord sur les traductions qu'on utilise. Sinon, les téléspectateurs ne vont pas comprendre ce qui se passe.
il faut par exemple se mettre d'accord sur, et ça commence un peu la partie des défis pour le bureau. Là, tout le monde travaille à la DGSE. Bon, Ranskan Valtion ou Tiedustelupalvelu, c'est un tout petit peu long, ça bouge tout un sous-titre. Donc là, par exemple, il faut qu'on se mette d'accord, qu'est-ce qu'on va dire. Donc là, par exemple, on a eu des discussions en ligne entre les membres de toute l'équipe pour se mettre d'accord. Ok, d'accord, on va parler de Tiedustelu, par exemple, parce que voilà, ça communique l'idée et c'est court. Après, il y a bien sûr l'univers des agents, avec toutes sortes de mots qui sont en soi assez simples et on comprend quand on regarde la série. Mais pour trouver un bon mot en finnois, c'est pas toujours très facile. Par exemple, les référents dans la série, c'était les personnes qui étaient un peu les responsables, les points de référence à Paris pour les gens qui étaient voilà, envoyés partout dans le monde. Donc là, par exemple, on a beaucoup de possibilités. On a contacté, c'était Juuso Paso de notre équipe qui avait contacté Supo, donc un peu notre, je pense qui correspond à la DGSE, plus ou moins en Finlande, et avait posé quelques questions et avait demandé est-ce que les traductions que nous avons choisies vous paraissent crédibles. Et ils étaient super contents qu'on leur pose la question. Mais bon, ils avaient évidemment, et c'est le travail qu'on fait, donc c'est-à-dire quand il faut trouver de la terminologie spéciale, on va demander évidemment aux spécialistes. Par contre, après, il y a un travail après pour nous d'essayer de voir est-ce que c'est une bonne idée d'utiliser cette terminologie de spécialiste. Parce que souvent, ça va être des mots qui ne sont pas très, très transparents et donc pour nous, ça ne va pas passer très facilement. Donc après, il faut trouver un peu la bonne voie entre le vocabulaire crédible et puis ce qui marche dans les sous-titres. Comme l'avait mentionné M. Charderet tout au début, dans son introduction, il y avait évidemment la grande question des noms de code des agents, donc les fameux Malotru, Phénomène, Milsabor, etc. Donc bien sûr, nous, on a tout de suite compris dans nos recherches qu'il s'agit effectivement des invectives de Capitaine Haddock, des albums Tintin, VRG. Donc bien sûr, on va pas dire Malotru en finnois. C'était pas évident, mais on est allé bien sûr dans les traductions des Kaukuranta par exemple, très fameuse traduction de Tintin, pour trouver quels ont été les mots utilisés dans les traductions finnoises. Et là, il y a eu d'ailleurs des retours assez intéressants de la part de quelques téléspectateurs. Par exemple, il y avait j'ai vu dans une discussion quelqu'un qui s'était demandé mais pourquoi ils ont traduit phénomène ilmestus en finnois, parce que en fait phénomène c'est plutôt ilmiö, n'est-ce pas? Mais bon là évidemment ilmiö c'est la première correspondance dans un dictionnaire pour phénomène, mais ici c'était pas phénomène dans le sens d'un phénomène naturel ou un truc comme ça. Évidemment, c'était phénomène dans un usage, disons, d'abus, enfin, d'insulte. Donc, espèce de phénomène, voilà. Donc là, ilmestus, même si ilmestus, normalement, serait traduit en français par exemple, révélation ou épiphanie. Mais, voilà. Après, il y avait par exemple le Milsabor. Bien sûr, tout de suite, la traduction qui vient à l'esprit, ça serait Tuhat Tulimaista, par exemple, ou Tuhan Menturskausta, parce que ça, c'était des insultes de Haddock en finnois. Par contre, ça, il a fallu oublier parce que c'était beaucoup trop long pour les sous-titres, donc cet agent-là est devenu Turskaus en finnois. Ou est-ce que je me trompe? Mais en tout cas, quelque chose d'un peu plus court. Alors, une autre chose quand on traduit une série, c'est il va falloir faire très très attention à tous les choix qu'on fait au début du travail.
Donc là, par exemple, on va essayer de, en ce qui concerne les noms de code, par exemple, de rester quand même assez neutre, de ne pas trouver des trucs hyper frappants, parce que on ne sait jamais, en traduisant la première saison, s'il va y avoir un jeu de mots, par exemple, sur ces noms de code en saison 3. Et là, il va falloir décider qu'est-ce qu'on va faire. Donc on essaye de trouver des solutions qui sont parlantes, mais qui soient aussi un peu assez vagues ou neutres pour qu'on puisse un peu jouer avec après. Ah oui, là, une autre chose, c'était les domaines techniques. Bon, dans une série comme celle-ci, il y avait par exemple le phénomène, donc Marina qui est allée en Iran, et elle était sismologue dans le nucléaire. Il y avait beaucoup de trucs sur les réseaux informatiques, toutes sortes de manipulations informatiques. Et là, bien sûr, nous avons tous une grande culture générale, bien sûr, comme traducteur, mais bon, on n'est pas sismologue ni informaticien. Et là, parce que bon, il y avait par exemple des scènes où Marina était en train de faire une présentation sur un sujet de la sismologie. Et elle a dit quelques petites phrases. Et un téléspectateur français n'y pense même pas. Voilà, on entend juste, elle dit quelque chose sur des tremblements de terre, machin truc. Et c'est assez technique. Et nous, on ne peut pas mettre n'importe quoi dans la traduction, évidemment. Enfin, on ne veut pas que si un sismologue finlandais va regarder ça, qu'il trouve ça ridicule. Donc là, c'est toujours pas mal de travail pour aller trouver qu'est-ce qui passe en finnois. Pour l'informatique, j'ai déjà dépassé mon temps, mais je vais donner quand même juste un exemple. Il y avait Tytti Heinonen dans notre équipe, Heikkilä, pardon, qui avait traduit, je vais montrer ça sur Arena, là, une petite scène, on va regarder. Là, c'était l'informaticien qui a dû créer un petit morceau de code pour une opération. Parler qu'en attendant s'il le sent, il accepte le job, sinon on le ramène à la maison, à lui de voir. Alors voilà, on aurait bien sûr pu décider de ne pas traduire ça, parce que, bon, quelque part, on comprend, ok, il écrit un truc dans un code. Mais il y a quand même des informations qui sont passées, parce qu'en fait, c'est un petit bout, évidemment c'est inventé, mais ça colle, quoi. Ça marche pour quelqu'un qui comprend les langues de code et tout ça, ça correspond à quelque chose. Et donc, Tytti Heikkilä, puisqu'elle est traductrice consciencieuse, elle est allée carrément, elle a contacté un ami qui travaille dans ce domaine-là, et elle a posé la question, bon, est-ce que ça te dit quelque chose, ce bout de code? Et il a dit, oui, que c'est pas vraiment dans une langue qui est pratiquée, mais langage de code pratiqué, mais oui, on comprend ce qui est cherché. Et là, par exemple, il y avait donc apparemment, moi je ne connais pas du tout, mais là vous voyez le premier mot si, donc là il y a vraiment un truc conditionnel, si X alors Y, sinon Z, et puis il y a le fin de si qui est un peu bizarre, donc disons une personne normale ne comprend pas forcément c'est quoi cette fin de si, mais en fait c'est parce que c'est un peu comme si c'était la parenthèse qui était fermée, donc c'est si à l'envers. Donc fin de si, et dans certaines langues de codage, en fait, on met, en anglais, on met if au début et fi à la fin, et donc en finnois, on peut imaginer, bon c'est un peu de l'imagination, mais jos et soi. Voilà, donc pour un commun de mortel, ça ne dit absolument rien. Mais son ami lui avait dit, est-ce que je l'ai mis
Est-ce que je l'avais? Oui, voilà. Donc, son ami nerd lui avait dit eli if-lauset päättyy fi, koska se on if toisinpäin, mikä on hienoa, koska se on hienoa. Jos laitat siihen soi, niin joku Linux-nörtti jossain naurahtaa hiljaa itsekseen. Voilà, donc ça c'était comme un nerd français va regarder ce bout de code et va se dire ah ouais c'est cool ça, c'est marrant. Aussi un nerd finlandais va voir la traduction et va se dire ah ouais là ça c'est pas mal ce petit clin d'œil. Donc voilà juste comme quelques petits exemples. De loin dépasser mon temps, je suis toujours très bavard, j'ai toujours cette part, mais j'aimerais bien entendre si vous avez des questions. Alors absolument, déjà on est très heureux parce qu'on a 60-70 personnes qui nous ont suivis en ligne pendant cette présentation, donc c'est très bien. Donc merci à tout le monde. Et donc on a des très bonnes questions. Juste pour expliquer aux gens qui nous suivent sur YouTube que vous pouvez poser vos questions en direct. On a des questions. Voilà, en utilisant le bouton commentaire qui est associé à la chaîne et qui va aussi des questions dans la salle. Donc, première question de Yana. Donc, quelles étaient les plus grandes difficultés dans la traduction du bureau? Vous avez un peu répondu déjà, mais est-ce qu'il y a autre chose de particulièrement vraiment difficile, un mot, une situation? Non, je dirais voilà, c'était à peu près ce que j'ai dit là tout à la fin. Donc, c'était, comme il y avait beaucoup de lignes directrices dans l'intrigue, donc il y avait l'Iran, la Russie, en Algérie, en Cambodge, puis il y avait des sismologues, enfin toute cette grande gamme de la vie humaine qui était représentée dans cette série. C'est d'ailleurs assez souvent le cas, même une série un peu anodine, un truc policier, qui n'est peut-être pas hyper intelligent, mais très très souvent il y a quand même des métiers qui sont représentés. Il y a tout d'un coup un boulanger qui vient et il y a une petite scène où il explique comme ça comment il pétrit la pâte avec toutes sortes d'ustensiles différents et tout ça, et tout d'un coup il va falloir aller chercher des noms, des mots qu'on connaît pas, des trucs très spécifiques. Donc, mais là, je pense que dans cette série, c'était vraiment particulièrement vaste. Il y a Sini qui nous demande, notre ami Sini, quels sont tes moyens, astuces pour mettre en valeur la personnalité, la particularité d'un personnage? Oui, alors là, il y a un peu, ça c'est une très bonne question de Sini qui d'ailleurs connaît très bien le métier. Alors il y a un peu de tendances qui s'opèrent simultanément. Et ça peut être très difficile pour un traducteur justement de se décider parce que évidemment on peut essayer de mettre un vocabulaire un peu fleuri pour souligner certains aspects de la personnalité de chaque personnage, mais très très souvent on voit quand même, surtout à la phase finale, quand on fait la dernière simulation, le visionnage de notre traduction, on voit que là où on n'a pas pu résister à la tentation de mettre des expressions un peu farfelues parce que ça nous plaît, mais assez souvent on voit que finalement en fait ça prend un peu trop de place par rapport à la scène et tout ça, parce que quand même vraiment un point de départ pour nous, c'est vraiment de respecter cette œuvre qu'est un film ou une série et le superbe jeu d'acteurs qui communique déjà énormément de choses. Donc déjà, on peut rester très neutre dans nos choix de traduction, je pense, et vraiment laisser de la place, surtout s'il s'agit d'un travail de bonne qualité. Et là, on voit en plus, c'est vraiment des acteurs, des actrices de première ligne en France, grands acteurs, et on a vu quand même, ils ont vraiment incarné les personnages, ça crée vraiment l'écran. Donc, au fait, c'est rassurant pour un traducteur. Nous, on peut vraiment juste mettre le jus de ce qui se dit, et puis on peut avoir l'assurance que le téléspectateur va
absolument bien comprendre les intentions, les nuances et tout ça. Mais voilà, il faut quand même, ça c'est une partie très intuitive aussi dans le métier de traducteur, d'essayer d'avoir ce feeling, savoir quand est-ce qu'il faut y ajouter quelque chose. Parfois, il peut y avoir aussi des scènes, par exemple, où très peu est dit non-verbalement, pour n'importe quelle raison, et là, il faut essayer de mettre vraiment... et là, c'est vraiment dans le vocabulaire, après, qu'on essaye de créer ces effets-là, cette illusion. Merci. Vous avez dit en effet, c'est le métier de traducteur, et il y a Sirko qui nous demande où avez-vous reçu votre formation? Alors moi-même, j'ai fait des études de langue, tout bêtement. Alors j'ai traduit à l'université de Turku, et comme le français, la philologie, comme matière principale. Et donc voilà, donc en fait, j'ai pas fait vraiment, j'ai eu un parcours un tout petit peu atypique parce que j'ai pas fait des études de traduction, j'ai fait des études de langue et de philologie, beaucoup plus. Mais puis il s'est trouvé par toutes sortes d'aventures que déjà mon premier boulot, vrai boulot d'adulte, était dans la traduction. C'est-à-dire après un petit passage dans l'interprétariat, j'ai travaillé à la police judiciaire centrale pendant 2 ans comme traducteur. Et puis après, traducteur, je suis aussi traducteur assermenté, français-finnois, finnois-français et arabe-finnois. Donc j'ai beaucoup travaillé dans la traduction. Et puis c'est par des connaissances, au fait, que j'ai fini par me faire un petit chemin vers Ulet. Et j'ai d'abord commencé dans une section qui n'existe plus, qui s'occupait avant des traductions de RStudio. Et je continue de travailler toujours avec RStudio et tous les programmes d'actualité comme traducteur. Et puis j'ai travaillé en freelance pour Ulet pendant plusieurs années, et ça fait maintenant, oh là là, je ne sais même plus, 7 ans, 8 ans peut-être que je suis titularisé. Et donc, voilà, donc en Finlande, j'ai fait des études surtout de français, aussi un peu d'anglais et de suédois, mais après, j'ai pas mal été en vadrouille un peu dans les pays arabophones, et j'ai étudié l'arabe, pas en Finlande, mais surtout au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. J'ai fait des séjours assez longs, j'ai passé plusieurs années dans des pays arabophones. Et c'est pour ça qu'à Ulet, maintenant par exemple, je traduis plus d'arabe que du français parce que on est assez peu nombreux à traduire de l'arabe. Merci. On peut prendre des questions de la salle, c'est du public. Est-ce qu'on a aussi, on peut même rester bavarder un instant même après, mais si quelqu'un a des questions à poser, c'est toujours un plaisir. Moi, j'ai bien sûr mon point de vue très restreint. Moi, pardon. Oui. Claire? Oui, non, j'avais juste une question sur les délais, en fait, parce que tu disais que ça peut être assez rapide, mais donc, combien de temps ça prend à peu près pour un épisode, et de combien de temps on dispose pour faire tout le travail? Oui, alors ça dépend bien sûr énormément. Je dirais que ça serait idéal quand même de réserver 1 semaine pour traduire un épisode. Ça ne veut pas dire forcément que pendant 1 semaine on traduit 8 heures par jour, vraiment la traduction, parce qu'il y a toutes ces autres étapes aussi, et il faudrait vraiment laisser reposer la traduction 2 jours pour faire une simulation après, pour avoir un peu de recul par rapport à la traduction et regarder. Et puis ici aussi il y avait tout le travail de coordination. Donc par exemple, assez souvent quand on traduisait les épisodes, on ne voulait pas rendre notre traduction avant d'avoir un peu consulté les autres et puis vérifier est-ce qu'il y a eu des trucs, est-ce que quelqu'un dans son épisode a eu un problème, tout d'un coup un jeu de mots qui fait qu'il va falloir trouver un autre mot pour un concept qu'on a décidé de traduire de telle manière. Mais je dirais voilà, donc 1 semaine, il faut réserver 1 semaine pour un épisode
sinon c'est un peu trop court. Et pour les délais, bon, pour les premières saisons, si mes souvenirs sont bons, on avait quand même du temps et on essaye évidemment chaque fois de donner le temps au traducteur, mais bon, il faut mettre quand même un délai. Et puis là, c'était pas tellement le cas parce que le bureau était déjà connu ailleurs, donc on n'était pas à une semaine de près. Il fallait que la série soit disponible tel jour, mais il y a parfois des séries, des films qui deviennent vraiment des phénomènes, et on veut mettre ça en ligne aussitôt que possible pour que justement on puisse un peu surfer sur cette vague de succès. Et dans ce cas-là, et puis il y a quand même des étapes techniques avant, c'est-à-dire quand on reçoit les fichiers, c'est pas tout de suite qu'on peut donner ce fichier au traducteur. Il y a souvent des contrôles techniques, des problèmes de compatibilité de fichiers, toutes sortes de trucs techniques très très compliqués à gérer. Et puis voilà. Alors moi, par exemple, je me spécialise un peu à la traduction des programmes d'actualité. Donc pour moi, c'est souvent dans la journée. C'est-à-dire, par exemple, à 2h d'après-midi, on va me dire que tiens, ce soir pour un studio, il va y avoir un reportage sur tel sujet. Et donc voilà, je dis ok, d'accord, très bien. Et puis là, je me prépare pour que à 9h ce soir-là, tout de suite après le montage du reportage, la traduction soit prête, et parce que l'émission commence à 9h. Donc là, c'est un peu une démarche différente parce qu'il faut vraiment s'y atteler. Comment faites-vous quand vous êtes face à une référence très française, ou alors face à un extrait culturel ou un trait d'humour que seuls les Français peuvent connaître ou comprendre? Oui, ça c'est souvent, on parle souvent des références culturelles, des réalia, comme disent les traducteurs, donc les références qui sont très spécifiques. Et au fait, là je dirais que la ligne directrice vraiment pour trouver la solution, c'est de toujours se dire que voilà, on ne traduit pas les mots. Ça, il faut tout de suite oublier ce concept. On ne traduit pas les mots, on peut oublier les mots. Il faut traduire les idées. Et comme j'avais dit déjà auparavant, même pas que forcément les idées, mais les effets. Et donc là, par exemple, surtout dans une série ou dans un film, il faut, d'accord, si on dit par exemple, disons, on parle de la galette des rois. Donc ça c'est un truc qui n'existe pas, qui n'est pas très connu ailleurs. La galette des rois, chaque Français sait tout de suite que voilà, c'est le 6 janvier, c'est pour la fête des rois, il y a la fève, il y a la couronne, il y a tout ça. Donc il y a tout de suite toutes sortes d'idées qui viennent à la tête. Mais bon, pour nous, si par exemple on parle de la galette des rois dans une scène, dans un film, ben là on va se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'on en parle? Est-ce que c'est tout simplement qu'il se trouve que c'est début janvier et ils sont en train de dîner et puis c'est le dessert, mais on n'en parle plus après. Après voilà, c'est juste parce que c'est leur dessert ce jour-là. Voilà, on peut tout simplement parler de n'importe quel piravka en finnois parce que c'est pas important dans le contexte du film que c'est justement la galette des rois. Par contre, si la situation change complètement, si c'est dans une scène où justement ils ont voulu donner une petite indice que voilà, c'était début janvier. Donc par exemple, s'il y avait dans un truc de crime un témoin qui dit ah oui, je me souviens la dernière fois que je l'ai vu, il portait une galette des rois. Donc là, peut-être que justement les scénaristes ont voulu mettre des indices pour désigner que, ah voilà, donc le téléspectateur doit savoir que c'était en janvier. Donc là, le traducteur doit se débrouiller et trouver un moyen de communiquer le fait que c'était début janvier. Donc là, par exemple, dans ce cas-là, j'aurais pu, moi je pourrais par exemple inventer un mot, dire loppiaska.
le gâteau de la fête des rois en finnois, même si ça n'existe pas, mais pour qu'il y ait l'oppiainen dans la traduction pour que le téléspectateur, pour que ça mette un peu en mouvement le public, voilà. Donc c'est vraiment, on essaye de respecter non pas la référence culturelle, mais son effet, sa fonction, pourquoi cette référence est là. Et donc évidemment qu'il y a des choses qu'on perd dans la traduction, mais au fait c'est complètement, c'est un peu automatique, c'est lié à la traduction, il y a parce que le public est différent. Donc de toute manière, les choses seront comprises d'une manière différente. Et parfois, c'est facile, comme ça, dans ces deux cas de figure que j'ai cité un exemple. Parfois, ça peut être vraiment compliqué. S'il faut vraiment comprendre des choses, des références culturelles, si c'est vraiment très très important dans le contexte, et bien là, on se débrouille. Ouais. D'autres questions comme ça tout de suite? Donc déjà, merci beaucoup. Et dans vos actualités de traducteur, est-ce qu'il y a des choses intéressantes pour nous à venir, traduction littéraire, traduction d'autres séries? Alors moi, je ne suis pas en train de travailler sur les séries, comme je travaille beaucoup plus sur les programmes d'actualité, les documentaires et tout ça. J'ai quand même des documentaires français qui vont venir. Et là, il y a d'ailleurs sur le site de l'Institut culturel, vous avez répertorié un peu les films actuellement disponibles sur Arena, les films français, je veux dire, ou en français. On a eu de bons films en français. Il y a eu France de François Ozon, traduit par Susanna Rokilan d'ailleurs, qui est dans notre équipe. Il y avait aussi Au revoir là-haut, aussi traduit par elle d'ailleurs. Il y avait, je ne sais pas s'il est toujours disponible, il y avait La Dentelière, que moi j'ai traduit exceptionnellement, même si souvent je ne traduis pas les films, mais celui-là j'avais traduit. Et puis il va y en avoir d'autres aussi. Et là il y a beaucoup de films. Je ne vais rien citer en particulier parce que parfois je ne sais toujours pas si les trucs sur lesquels je suis en train de travailler sont déjà publiés publiquement, voilà. Mais enfin, quand même, comme vous le savez, s'il y a une chaîne en Finlande où on trouve d'autres langues que l'anglais, c'est quand même ULE. Les services d'ULE, la chaîne 1 et ULE-TMA, évidemment, surtout. Et on essaye vraiment de garder cette diversité de langues, diversité linguistique, pour pas qu'il y ait que de l'anglais. Et heureusement, parce que, par exemple, les chaînes commerciales, à mon avis, n'auraient pas très facilement pris le risque d'acheter une série comme Le Bureau des légendes, parce que c'est en français, c'est pas toujours très simple de commercialiser si c'est pas en anglais, inexplicablement, mais c'est comme ça. Donc nous, en tant que service public, on a pu faire ce pas, prendre ce pas, et on a vu que c'était un succès fulgurant. Donc c'est grâce vraiment au service public qu'on peut parfois vraiment élargir nos horizons aussi, il y a maintenant aussi un film qui est en japonais, je pense Shoplifters, qui est juste maintenant, il y a des films coréens, il y a des films, et surtout du cinéma français aussi souvent. Donc soyez à l'écoute. Pour le côté littéraire, pour mes traductions littéraires, je suis en train de traduire un livre intéressant d'arabe en finnois, mais c'est pas encore, ça va être publié un peu plus tard. Mais vous allez peut-être en entendre parler après. Mais merci. Merci beaucoup.